Alors on se retrouve directement pour un deuxième shoot en studio, qui en réalité était le premier test chronologiquement. Je venais d'avoir le GH5 mis à disposition par Panasonic et nous étions là à une quinzaine de jours avant la sortie officielle en magasin. J'étais donc super curieux de faire ces premiers tests et je me suis un peu baladé dans toute une série de settings différents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce petit clip n'est pas en 4K. Comme j'ai testé aussi toute une série de plans en Full HD, je ne pouvais pas monter en 4K et mélanger des clips 4K avec de la Full HD. C'était aussi la première fois que je shootais avec l'objectif Lumix 42.5 f1.2, ce qui correspond à une optique 93 mm sur un appareil 35 mm. C'est vraiment une superbe optique. Elle est légère et compacte, et son piqué est superbe, digne de sa signature Leica, évidemment. J'aime aussi l'idée que l'on puisse commander l'ouverture de l'objectif, soit via le bouton de réglage sur le boîtier, comme on le ferait pour n'importe quelle autre optique, ou alors en utilisant la bague d'ouverture crantée sur l'objectif. Ça se rapproche évidemment de l'ergonomie des optiques ciné, et ça permet aussi parfois d'aller mettre rapidement des valeurs intermédiaires d'ouverture de diaph. Et à nouveau, je vais incorporer le résultat de ce test pour votre facilité. Mais je vous invite à regarder la version de meilleure qualité que je vous aurai fournie avec le tuto dans les fichiers sources. Et vous pouvez aussi la retrouver sur mon YouTube et ainsi rejoindre mes 47 abonnés. On est très loin de l'hystérie du net, mais je vais y poster régulièrement des tests et des clips que je réalise pour des commandes. Il était temps que je m'y mette en fait. Et c'est aussi un chouette moyen de rester en contact, donc n'hésitez pas. Et c'est à nouveau mon setup de prédilection, le softbox au-dessus du visage de mon modèle et le catchlight en dessous. Cette fois-ci d'ailleurs un peu décentré sur la gauche. Par contre, bien plus près de mon sujet, et c'est en principe comme ça que j'utilise ce setup-là, la plupart du temps. Le plus près techniquement possible, sans qu'il finisse dans le cadre évidemment. Quand on regarde les images backstage, je trouve que les proportions sont trompeuses. On dirait que mon softbox est plus grand qu'il ne l'est vraiment. Que cela soit mon softbox ou mon catchlight, dans les deux cas, ils sont à peine plus grands que ma main. Donc le setup est le même, et le rendu est fort différent. Là, je suis résolument dans une ambiance high-key. 2 sources à l'avant et une source à l'arrière sur mon fond. Je prépare ma lumière définissant mon cadrage en plaçant le GH5 sur un pied, de manière encore une fois à placer mes sources le plus près possible de mon modèle et de cette façon pouvoir contrôler que mes lumières ne sont pas visibles dans le cadre. Après, vous allez voir que du début à la fin, je suis à main levée avec l'appareil. Le fait que je shoote la plupart du temps à 50 images par seconde, plus le fait de la stabilisation du GH5 grandement améliorée par rapport au GH4, me fait littéralement flotter autour de mon sujet, et c'est ce que je voulais. Et si je devais changer quelque chose sur cette prise de vue, j'apporterais plus de soin à la lumière affectant mon fond. J'ai déterminé la taille du halo et l'intensité de la lumière sur le fond, mais sur pas mal de plans, je trouve que le fond était trop fort. Encore une fois, j'avais un GH5 de pré-production entre les mains, et j'étais avide de tester sa résolution et ses compétences en 4K. Sur un shoot standard, j'aurais apporté énormément de soin à chacun de mes plans, et adapté ce halo en diamètre et en puissance, en fonction de chacun des plans. Pour ces plans-là où je réglais ma lumière d'effet sur le fond, la fonction zebra justement aurait pu m'aider si je l'avais activée, comme on l'a vu tout à l'heure. J'aurais même pu lui définir un seuil d'alerte personnalisé, et ça m'aurait évité de me sentir frustré sur certains plans. De toute évidence, sur certains plans, à certains moments, je n'aime pas l'effet de ma lumière, que je trouve trop blanche, et ce n'était pas l'idée. Mais encore une fois, c'était un test. Et si je vous explique ça, c'est bien justement pour vous soumettre un problème que j'ai rencontré et ignoré à la prise de vue et auquel je dois faire face sur mes rushs. Là où c'est clippé, dans ma waveform, c'est clippé. Et comme je le disais, dans ce cas-là, le zebra aurait pu m'être fort utile. Et je vais me forcer de retenir la leçon. Une fois que vos blancs sont clippés, ils sont clippés. Il n'y a plus rien à faire en post-prod. C'est très clair dans l'histogramme, dans la waveform. Et abaisser les blancs ne ramèneront pas de détails pour autant. Alors ça aurait pu me plaire comme ça. Ça aurait pu être mon choix. Mais si c'était à refaire, je soignerais mon fond. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, chronologiquement, le shoot qu'on a vu juste avant a été shooté quelques jours après et j'ai été bien plus prudent sur ma lumière d'effet à l'arrière, même si les conditions dans l'ensemble étaient différentes. Mon assistant n'avait pas pu être là parce que cette prise de vue avait été improvisée, donc ça faisait pas mal de choses à gérer en même temps. Mais je suis content du résultat malgré tout. J'ai été plus que séduit par la qualité des images. On regarde ce clip tout de suite et on se retrouve dans un instant.
Voilà, on va maintenant tenter de disséquer ensemble cette prise de vue. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'utilise mes LED à 3200 degrés Kelvin, et ce n'était en tout cas pas le cas ce jour-là. Pour moi, cette prise de vue avait une valeur de test. Et j'ai fait mon focus en manuel en autofocus, j'ai changé les paramètres de l'autofocus, pour voir comment ça réagissait. Bref, j'ai bougé les settings dans tous les sens. Je suis passé en variable framerate. N'oubliez pas d'ailleurs que dans ce cas-là, vous perdez la possibilité d'enregistrer le son, évidemment, mais aussi les fonctions autofocus. J'ai travaillé à pleine ouverture pratiquement du début à la fin du shooting. Et en termes de profil d'image, j'étais comme je vous l'ai montré dans mes réglages habituels, à savoir en profil d'image naturel, avec -5 en contraste et -5 en saturation. Tout le reste était à 0. Et j'ai utilisé un S-curve où mes hautes lumières étaient à -2 et mes shadows étaient à +2, comme on l'a vu tout à l'heure également. Ce qui me permet d'élargir un petit peu mon spectre, en préservant des détails dans mes hautes lumières et dans mes basses lumières. Pour ce qui est du shutter, j'ai tellement bougé dans tous les sens au niveau du framerate que je suis conscient que je n'étais pas toujours tip-top dans ma règle du shutter de 180 degrés. Mais encore une fois, je n'étais pas dans des valeurs très supérieures non plus. Je sais que parfois j'étais par exemple à 60 images par seconde, en termes de cadence, et l'appareil s'était mis automatiquement au 60e de seconde. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la capsule, où je vous ai expliqué justement que l'appareil réagissait normalement dans ce cas-là, automatiquement. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si vous jonglez entre vos framerates pendant la prise de vue, et que vous n'avez pas fait le choix de régler le GH5 sur angle/ISO, il définira la vitesse d'obturation en fonction. Et par exemple, dans ce cas-là, en passant de 25 images par seconde, où j'étais au 50e de seconde pour respecter mon shutter de 180 degrés, vers une cadence de 60 images par seconde en variable framerate, le GH5 m'a amené à une vitesse d'un 60e. Un 60e étant la vitesse minimale pour une cadence de 60 images par seconde. Et c'était pas bien grave, mais ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. L'idéal est sans doute de systématiquement demander à son GH5 de fonctionner en angle ISO et de choisir un angle de shutter de 180 degrés. J'ai aussi beaucoup aimé l'assistance que m'apportait le peaking pendant ce shooting. Je l'ai réglé sur la couleur rouge, de manière à ce que le peaking ressorte bien sur mon écran, ce qui me permettait de ne pas trop me soucier du focus, avec les yeux rivés sur l'écran. Grâce au peaking, je pouvais évaluer ma zone de netteté, de manière super précise et sans effort, de manière presque instinctive. Je voyais se déplacer, pétiller des fourmis rouges sur le visage de mon modèle, sur les cheveux, sur les oreilles, sur le nez, sur les lèvres, sur les yeux et jusqu'au bout des cils. Vraiment, c'est un outil superbe ce peaking dans ce cas-là. Je vous rappelle que j'étais à f1.6 et qu'à f1.6, à 80 cm de son modèle, la netteté, c'est une profondeur de champ de quoi? 1 cm? Je m'amusais donc à la faire rentrer et sortir de ma zone de mise au point. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, j'adore le piqué d'une image, surtout sur un visage. Et j'aime aussi la profondeur de champ très courte, et c'était vraiment le cas ici. Mais j'aime aussi les flous, par contraste. Et donc, j'aime bien jouer avec les contrastes nets et flous. Parfois, j'avançais et je reculais légèrement, pour la faire rentrer et sortir de ma zone de netteté. Parfois, c'est moi qui restais immobile et qui profitais de son mouvement, pour la laisser rentrer dans ma zone de netteté et pour la laisser ressortir. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait. J'ai souvent travaillé en mode avec des très gros systèmes. Je pense à la Red Dragon mais aussi à la Sony FS700. Et travailler avec l'une ou l'autre nécessite énormément d'accessoirisation autour de la caméra. Et il est impossible d'imaginer une seconde de shooter seul avec ce genre de système. Vous devez avoir une équipe complète autour de vous. Le GH4 déjà, et maintenant le GH5, amène des possibilités infinies pour moi. C'est une caméra au rendu incroyable, qui tient dans un petit sac à dos. Le GH5 sur des shoots comme celui-ci m'amène une flexibilité que je n'avais jamais expérimentée jusque-là. Jamais. De balader comme ça ma caméra à 50 cm du visage de mon modèle, à bout de bras, et pour au final avoir un résultat comme celui que j'obtiens, c'est vraiment un boîtier qui change la donne. Je suis sur certains plans en focus manuel, en 4K, à 60 images par seconde, à f1.2, et je tiens mon appareil en main, avec une image stabilisée. C'est juste à couper le souffle, il faut bien l'admettre. Le GH5 est livré avec une pièce qui permet d'attacher le câble HDMI et de le sécuriser. Là, à nouveau, c'est très bien vu de la part de Panasonic d'avoir pensé à ça. Mais quand on oublie, on utilise la méthode old school, celle du gaffeur, et ça marche aussi. On se retrouve dans un instant pour la suite.